Bonjour à tous, nous avons parlé beaucoup hier de la vision, de la stratégie, beaucoup de souveraineté numérique et d'intelligence artificielle. Il est temps maintenant de passer de la réflexion à l'action. L'innovation ne se mesure pas au nombre d'idées que nous produisons, mais à notre capacité de les transformer en solutions concrètes qui répondent à des besoins réels. Cette session Innovation et Use Case a précisément pour objectif de mettre en lumière des projets, des expériences et des réalisations qui illustrent le potentiel de l'intelligence artificielle et des technologies numériques au service du développement du Maroc. Les projets que nous allons découvrir aujourd'hui ont un point commun. Ils sont portés par des talents marocains qui innovent dans des domaines aussi stratégiques que la formation, la santé numérique, l'intelligence artificielle souveraine ou encore le transfert technologique. Au-delà de la technologie, nous allons surtout parler d'impact, de valeur créée et de contribution à l'écosystème numérique marocain. Je remercie chaleureusement nos intervenants pour leur présence et leur partage d'expérience. On va commencer aujourd'hui. Pour ouvrir cette session Innovation et Use Case, nous allons découvrir une innovation qui illustre parfaitement comment l'intelligence artificielle peut être mise en service de la santé et du bien-être du citoyen. J'ai le plaisir d'accueillir le professeur Wassim Kalachou, professeur-chercheur à l'Université internationale de Rabat et membre de TICLAB. Alors, ce Wassim va nous présenter iRespire. C'est une plateforme intelligente basée sur l'Edge AI, destinée à la surveillance et la gestion personnalisée des maladies respiratoires chroniques, un projet qui a déjà donné lieu à plusieurs brevets et distinctions internationales. Merci Wassim, si vous pouvez nous présenter votre équipe. Nouhaila aussi. Donc, merci Majda pour l'introduction. Donc, effectivement, aujourd'hui, on va vous présenter iRespire, qui est un projet sur lequel on a travaillé maintenant depuis quasiment 3 ans et qui commence maintenant à avoir vraiment des résultats concrets avec plusieurs brevets, des distinctions. En fait, ce projet, il est sur... le but, c'est d'aider les patients à gérer leur asthme avec un ensemble de solutions, à la fois de capteurs IoT, mais aussi des solutions d'intelligence artificielle frugales qui peuvent s'exécuter directement dans des smartphones. Et donc nous avons développé un certain nombre de prototypes que mon équipe va vous montrer, ainsi qu'une application. Et donc je vais laisser mon équipe présenter plus en détail ça. Donc il y a tout d'abord Saad Morset qui est postdoctorant avec nous, qui travaille sur ce projet et qui a notamment fait plusieurs implémentations de prototypes, notamment un inhalateur intelligent. Et il y a Nouhaila qui est doctorante et qui a travaillé sur des algorithmes d'IA frugales pour la classification des sons respiratoires. Donc je vais les laisser s'introduire et présenter un peu. Donc ils ont préparé une petite présentation ainsi qu'une petite démo des prototypes, donc je vais les laisser prendre la parole. And thank you for being here. So I'm Nouhaila, and today, together with my colleague Saad, we are going to present iRespire, a project you have been building as a team at TICLAB UIR, alongside our colleagues Yassine Bouziane, Mouad Rahmouni, Mr. Mohamed Louhabi.
under the supervision of our project lead, Professor Wassim Karachi. So, from the title, an Edge AI-based smart asthma monitoring system, you can probably already guess that our solution is designed for asthma patients. Most of us know someone who lives with asthma, and we know how difficult it can be when attacks are not properly controlled. So asthma affects hundreds of millions of people worldwide and can significantly impact quality of life when it's not properly managed. So the question we asked ourselves is simple. Can we use technology to help these patients take better care and control of their condition? Let me give you the bigger picture. According to the World Health Organization, chronic respiratory disease, including asthma, cause more than 4 million deaths annually. And in 2019, 262 million people were affected by asthma. And this number keeps rising, especially in developing countries. When you look at Morocco, the situation is just alarming. Asthma prevalence here is estimated at 10 to 20% of the population, with significant health and socio-economic consequences. Now, what drives these numbers? 4 key challenges stand out. First, poor treatment adherence. So patients forgetting their medication or using their inhalers incorrectly. Second, air quality issues that are not monitored, pollution and allergens that trigger attacks. Third, unanticipated exacerbations. When a crisis happens, many patients simply don't know how to react. Some rush to the emergency department when they could have managed their symptoms at home. Others stay isolated without any support, hoping attack will pass. And finally, there is a critical lack of edge-based continuous monitoring systems that can help patients in rural areas. Most patients are only evaluated during doctor visits, leaving dangerous gaps in between. All of this points to a clear need. Patients need smarter and more accessible tools for their condition monitoring. This is where IRIS-Spear comes in. What you see here is an overview of our complete system. It starts with multimodal data collection, ranging from physiological signals and respiratory sounds to medication adherence through the smart inhaler, which is one of our key pillars of the system, along with low-cost air quality monitoring units that monitor air quality. All of this data is then transmitted and processed by an AI-powered software platform. The key idea here is that we collect data from the patient and from the environment and process it using Edge AI, means that intelligence runs directly on the edge for real-time responses. This is actually at the core of my own research, is to develop efficient deep learning models for respiratory sound signals classification and for biomedical signal processing in general, like ECG and PPG. Without relying on constant cloud connectivity, we can deliver actionable insight to both the patient and the doctor. So now let me walk you through each component, starting with the smart inhaler. So I will hand it over to my colleague, Saad. Alright, so our solution is a whole ecosystem which consists of many components to give to the asthma patient the best experience. So first we have the smart inhaler, and this solution came from an observation of many of the asthma patients, they misuse this device, and sometimes it's because they did not learn how to use it in the first place in the correct way, or sometimes they just forget some of the steps. So let me show you how to use it first. So first you need to check the device, then you need to press actuate the inhaler, then you should synchronize the actuation with inhaling. So, and this is very important. And then you should hold the breath. So if you miss, for example, the synchronization, what happens is the drug will not go to the lung deeper enough, but it will just stay blocked in your throat, and then the treatment is not that efficient. So our solution is to add to that this device, which is not invasive. You take an already existing inhaler and just plug it. So you plug it and that's it. And what this device does is it ensures that you did not forget any of these steps, and it's also give you a report of how good you are using the device, both to the patient and to his doctor.
So basically, technical issue. No, le câble. Disconnect and reconnect. Swedish one. It belongs to the neighbors. I lived in Sweden. Yeah. Name was from. I So our solution consists of many sensors. So first we have the force resistive sensor, which detects that you are pressing the device. We have also the differential pressure, which measures your inhalation and hold of the breath. And also we have a NICLA sensor, which has like accelerometer to measure the shaking of the device, and also it processes all the information coming from all the sensors. So this is views of the different views of the prototype. Next, we also developed like low-cost air monitoring system, and this is very important because, for example, in many cases, when someone has respiratory diseases, an immediate reaction from him is just, we say, open the window and you will feel better. But it's not always the case. For example, let's imagine that the air inside the house is cleaner than the air outside the house. Then we just make the situation worse. So we have this device which measures the air quality, and you can implement one inside the house, one outside the house, and then you can compare between the air qualities, and we decide either you open that window or not. I think we just skip that. Okay, we go. So this is the information we get from the device. So we have our real-time dashboard with both temperature, the humidity, also the concentration of particulate matter, and those are the main causes of many respiratory problems. So we have PM10, which gives irritation to both eyes, throat, and nose, and the PM2.5, which goes deeper to the lungs. This is if you want to view all the information together, this is a history of 24 hours, but we can go back in up to 1 month. And this is also we have GPS information, and like we see, we can observe the location of the device. So if someone steals it, we know where the device is. I think you said, now we move to the software to explain a bit our platform. So we developed our operating system application at smartwatch that connects to bioactive sensors on the patient's smartwatch. It captures different signals like ECG, PPG, SpO2, and heart rate, and we can thus use the signals to predict other critical respiratory indicators such as respiratory rate. This gives us a real-time window into the patient's physiological state right from the wrist. The mobile app is the patient's main interface. It handles user registration, data integration and processing, and AI-driven health insights. Patients can view their personalized dashboard, share data with their doctors, and receive health recommendations. It also includes an app messaging for clinical support, so patients are never totally alone, and one particular feature, respiratory sound monitoring and classification. The app can record breathing sounds and use all our AI models to detect abnormal patterns like wheezing, for example, which indicates symptom exacerbations. This is a direct application of my research, by the way, on Edge AI for biomedical signal processing. We also built an interactive education module that guides patients step by step on how to use their inhalers correctly.
The second module connects directly our smart inhaler data to the app. It does not just show generic instruction, it gives patients feedback based on their own actual usage. Whether they choke the device properly, whether their inhalation flow was correct, whether they held their breath long enough. On the other side, we have the doctor's platform, designed specifically for clinical collaboration and remote patient supervision. Physicians can listen to respiratory audio recordings remotely for auscultation, monitor inhaler usage and symptom history, track environmental exposure over time, and send personalized recommendations. Essentially, it gives doctor a complete centralized view of each patient, not just a snapshot from a 15 minutes consultation, and enable a continuous collaborative relationship between the patient and the physician. Our work has also resulted in concrete intellectual property. We have filed 3 patents, one for the Intelligent Respiratory Disease Monitoring System, and another for the Smart Inhaler Assistant device, along with a personalized recommendation system for asthma management, and multiple high-impact scientific publications. And finally, I'm very proud to share that iRespire has been recognized internationally. We received a bronze medal in medical technologies at the International Exhibition of Inventions of Geneva, and another bronze medal at the International Invention Fair in the Middle East in Kuwait. These recognitions motivate us to keep pushing this project forward, because behind every sensor, every algorithm, there is a patient who deserves to breathe easier. Thank you. Bien sûr. Allez, on va commencer par les questions du public. On va commencer par les questions du public. Top, parce qu'en fait, vous répondez à un besoin qui est très bien, très identifié. Moi, j'avais une question, c'est dans le processus de réflexion, d'innovation, est-ce que vous avez intégré le malade, c'est-à-dire le parcours du patient en termes d'usage? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une adoption facile de ce nouveau dispositif médical? Et comment le consommateur, le patient, on va dire, vous l'avez intégré dans votre processus d'innovation? Est-ce que vous avez testé? Est-ce que vous avez observé? Quelle méthodologie vous avez utilisée pour justement proposer quelque chose qui soit assez rapidement mis en place? Oui. Donc, merci beaucoup pour votre question. Effectivement, c'est une question très importante, parce que notre but, c'est pas de faire une innovation qui est juste technique, de le faire d'un point de vue, on va dire, informaticien, parce que c'est ce qu'on est au final. Cette innovation, elle est vraiment venue des médecins eux-mêmes. Donc en fait, c'était un use case qui nous a été remonté par des médecins, des pneumologues, surtout dans le cas par exemple, des patients enfants. Il y a constaté qu'en fait, beaucoup de parents voulaient avoir un peu une certaine visibilité sur est-ce que leur enfant a bien utilisé son inhalateur. D'accord? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de crises graves qui sont dues à quelque chose d'aussi simple qu'à un moment, l'enfant devait utiliser son inhalateur, il l'a fait, mais en fait, il n'a pas bien inhalé. En fait, si c'est pas bien inhalé, le produit n'est pas actif. Et donc, on voulait avoir une certaine plateforme qui permette de vérifier que, le médicament est bien utilisé, d'où l'idée du Smart Inhaler. Mais aussi, il y avait aussi des constats qui étaient faits, et c'est ce dont tu as parlé tout à l'heure, c'est que parfois, en fait, il y a l'action qui doit être faite dépend vraiment de la situation. Par exemple, parfois, il y a des facteurs exacerbants qui sont ces polluants PM2.5, PM10, et en fait, en fonction des conditions météo aussi, des conditions de pollution interne, parfois, il vaut mieux ouvrir la fenêtre pour aérer, parce qu'en fait, il y a des polluants, je dirais, internes à la maison, et parfois, c'est l'inverse. L'air extérieur est pollué, en fait, l'air intérieur est propre. Et donc, c'est là où il y a un système de recommandation un peu personnalisé pour aider les gens à gérer leur asthme et éviter ces crises. Parce que l'asthme, c'est une maladie qui se soigne bien, c'est une maladie chronique, on ne peut pas vraiment la soigner à 100%, mais si on suit ces recommandations,
on peut éviter les facteurs graves qui peuvent mener aux urgences en fait. D'accord, super. Moi, je voulais un peu plus on va dire, rentrer dans le détail de la méthodologie. Oui. C'est-à-dire, est-ce que vous avez, par exemple, mis en situation votre innovation Oui. auprès d'utilisateurs? Justement, en fait, on est en phase de commencer des tests cliniques avec le service de pneumologie de l'hôpital Avicenne de Rabat. Parce qu'effectivement, au début, il y a toute la phase, je dirais, d'implémentation de design. Là, il y a des parties un peu techniques, on les a faites, on va dire, en collaboration avec les médecins. À un moment, on a des prototypes qui peuvent être évalués au contact de patients. Et donc, c'est ce qu'on va commencer. Donc, on a déjà fait le protocole d'évaluation clinique. On a notre dossier de comité d'éthique qui est déposé. Et donc, on espère commencer les tests cliniques dans le deuxième semestre de cette année. Donc, vous êtes dans une agilité, en fait. Vous allez rectifier le tir si, par exemple, tout à fait. C'est trop compliqué, c'est pas Effectivement, assez effectivement. Parce que là, on est dans la phase, je dirais, de prototypage. On est arrivé à des prototypes qui sont quand même assez matures, qui peuvent être utilisés par des patients. Parce que dans les phases d'avant, en fait, si c'est, je dirais, juste des schémas sur des slides, le patient ne pourra pas donner un feedback je dirais, précis parce qu'il n'a pas le prototype en main. Donc là, nos prototypes, ils sont, je dirais, utilisables. On a notre application qui est utilisable. Et là, on est dans la phase un peu effectivement agile. On va voir dans des tests cliniques, à petite échelle dans un premier temps, comment je dirais, les patients ils se comportent avec cette innovation. Et bien sûr, ajuster, basé sur ce feedback. Et en fait, ces tests cliniques, ils ont deux objectifs. Cet objectif, c'est vraiment d'intégrer le feedback du patient, mais aussi vérifier l'impact clinique. Donc, par exemple, là, on a un Smart Inhaler qui vérifie que le médicament est bien utilisé. Donc, il y aura des phases d'observation avec les médecins qui vont voir avec deux, je dirais, groupes, un groupe qui est avec l'inhalateur normal et un groupe qui est avec ce Smart Inhaler. Est-ce qu'avec ce Smart Inhaler, on a une meilleure utilisation de l'inhalateur? Donc ça va aussi dans cette partie, je dirais, validation de l'impact clinique. Merci. Autre question? Oui. Bravo à vous en fait pour cette innovation. But I will ask a question in English. So, as your product is an IoT product designed to patients and the healthcare industry, so from cybersecurity standpoint, as you're collecting, processing, and storing sensitive data, what is your plan from a cybersecurity standpoint, and also to secure the device and the authentication and all the permissions? Thank you. Thank you. Yeah, no, it's of course it's a very important part, the cybersecurity aspect. So our goal here, because we are dealing with sensitive medical data, is first we wanted to do as much as possible everything locally in the app. So all the collection of data is done with the Bluetooth connected to these sensors. All the algorithm that Nohela worked on during her thesis, the processing of respiratory sounds, they are designed to be lightweight enough to work on the app. And now of course, we are also in the medical field. We can't do everything also locally, in the sense that at some point we need to involve a medical doctor or a physician. So that's where we have several aspects that we need to ensure that the data can only be seen by the physician. That is okay. So there are work that Nohela did on she presented to you the doctor's platform. So here there are, for example, in order for the physician to be able to access the data, he needs to scan a QR code that is generated by the app. So only even though like the physician has access to the doctor's platform, the physician cannot access to the data of any patient that is there. It needs like a specific authorization that is given by basically the app. Okay, and of course we are still working on
there needs to be done like an audit of the cybersecurity of all the communication and everything. But we wanted to design it from the beginning in a way that includes this, the criticity of the sensitivity of this data. Thank you. Merci. Bravo déjà pour la présentation, pour le travail. Hier, on a parlé un moment du risque de faire d'IA pour l'IA. Là, vraiment, vous n'êtes pas du tout dedans. Et bravo. J'ai quelques questions. Vous connaissez un peu le traitement. Je vois 3 risques avec un enfant que j'ai constatés. Le premier, c'est la compréhension de comment faire. Donc, effectivement, votre proposition va répondre à ça. Même si j'aurais pensé peut-être à un petit outil comme un petit dessin animé ou jeu vidéo pour un enfant pour expliquer comment l'utiliser. Même si l'alerte est là avec ce que vous proposez. Le deuxième risque est l'oubli et à l'école ou ailleurs. Et vous avez montré comment on peut le cadrer. Le troisième, j'ai pas vu vous n'avez pas commenté, c'est pour ça que j'en parle, c'est la chute. Ça arrive souvent que l'enfant le fasse tomber. Donc il faut peut-être penser soit à le protéger, soit à couvrir cet aspect-là. L'autre aspect auquel j'ai pensé en regardant la presse, qualitative encore une fois, c'est le fait que beaucoup d'enfants ont 2 traitements. Il y a la ventoline, qu'il appelle ventoline rouge, Flovent. Il faut peut-être aussi penser à ça. Est-ce qu'il faut 2 supports pour gérer les deux? Est-ce qu'avec un même support, on peut enlever, remettre? Et dans ce cas-là, il faut qu'on sache distinguer, si on veut tracer les événements, lequel a été pris et lequel n'a pas été pris. Et un dernier point, c'est le risque avec un enfant, c'est qu'il ne le prenne pas, mais le risque aussi, c'est qu'il le prenne de trop. Et ce que vous proposez répond aussi à... J'en parle parce que vous avez surtout parlé du risque de ne pas le prendre, mais il faut aussi ne pas dépasser le nombre de prises par jour, et ça répondra aussi à ça. Bravo encore. Merci. Oui. C'est complémentaire, veut dire la moitié de question a été dit, mais il y a aussi un aspect, je dirais, du sentiment d'un enfant qui va prendre quelque chose donc d'anormal pour les autres, pour lui. Quel est le regard qui va être porté? Est-ce qu'il y a des choses qui vont lui expliquer psychologiquement pour qu'il puisse comprendre donc, la situation? Oui. Et de l'autre côté, donc un peu technique, c'est le consentement. Est-ce que ce sont des données personnelles qui ont les responsables quelque part? Tout à fait. Donc, en fait, ce point-là de partie enfant, bien sûr, je dirais, on est parti du principe que, en fait, l'application, il va s'adresser aussi aux parents, en fait, parce que c'est le parent qui doit faire l'accompagnement et l'enfant n'a pas en quelque sorte cette maturité légale pour être complètement responsable de ce qu'il fait, on va dire. Donc, en fait, notre plateforme, en ce cas d'usage, elle est destinée aux parents pour qu'ils puissent, on va dire, vérifier. Et effectivement, si l'enfant ne prend pas le médicament et si l'application lui dit tu n'as pas pris le médicament, si l'enfant décide que ok, entre parenthèses je m'en fous, donc là c'est là le rôle du parent pour dire non, il faut, d'accord. Donc en fait on est allé de ce point de vue que d'intégrer le parent dans l'équation en quelque sorte. Après au niveau de la data, là aussi, on a essayé d'être dans l'optique que c'est toujours le patient qui est le propriétaire et donc de limiter au maximum tout vraiment dans l'application, comme ça vraiment rien ne sort, sauf dans le cas où il y a un consentement explicite qui est donné à un médecin pour pouvoir recevoir les données. Donc notamment, par exemple, il y a plusieurs données qui sont collectées. Il y a les données physiologiques qui sont issues de smartwatch, je dirais, relativement standard. Il y a les données du Smart Inhaler, mais il y a aussi les données, c'était dans la présentation, mais il y a en fait des sortes de stéthoscopes, vous voyez, connectés, qui permettent de mesurer des sons respiratoires. Et en fait, ils sont traités par les algorithmes que Nohaila a développés dans l'application, qui peuvent, je dirais, dire attention, là il y a une situation un peu anormale. Et dans ce cas-là, on peut mettre en contact avec le médecin qui a été, je dirais, autorisé à travers l'application. Comme ça, le médecin, lui, il peut voir plus en détail, il peut écouter le son
et il peut dire oui, là c'est quand même, il y a un risque, il faut venir vraiment consulter aux urgences peut-être. Donc voilà. Une dernière question. Last question. To be honest, I'm very proud to have such a team in my country to develop this device, especially personally. 16 years ago, I was at Ericsson Stockholm, and we built an ecosystem for mobile health, and I was responsible for this sector, called at the time VAS. And I talked to Nuhaila before this started, and I was really interested and thrilled. At our time, we didn't have any, let's say, artificial intelligence or anything we could use it, to promote this sector. Today, I have only one question. Because I'm thrilled, to see this platform being developed and these devices, etc. So mingled up with lots of 3PPs worldwide. My question is simply, have you thought, to promote the AI-driven predictive pneumology solutions so that the patient has an overview, or the doctors or the clinic have the data to monitor, let's say, the alteration in respiratory problems, etc. Thank you so much. Thank you. So actually, for this predictive power, we had to be a bit cautious because of the regulation and the risks that may be posed if you do a wrong prediction. And so each time we have this algorithm that are part of the recommendation system, that is part of the application that gives some advice, but all the time when there is something that is that gives like a medical advice in the sense that be careful, we involve a physician to kind of sign off on the on the advice, because if you if you go a bit further, you can say maybe the application with the recommendation system will prescribe a new medication, because it says that okay, there is a degradation, so now in order to avoid this degradation you need this new medication. So this could be something that can happen, right? But in our case we decided to to not move towards this step and say okay, when there are cases like this, we say you have to contact your physician to check, because there is an abnormal situation that may degrade your health, right? Okay. So we don't kind of go into the potential of a wrong prediction that can have an impact on the health of the patients. Yeah. Exactly. Thank you so much. Exceptionnellement. I just want to add one thing. So we try first of all to develop robust algorithms for predictions, and then for the recommendation system, of course, it's based on the AI model predictions, but it uses the international guidelines that are used by every doctor. So we follow the international guidelines to give the recommendations. Also, the recommendations are shared with the doctors, so there's always the supervision of the doctor on the recommendation given to the patients. Une dernière question. Je peux pas le dire. Merci Majda. Une question sur le IoT Component. Est-ce que vous avez des partenariats avec le fabricant? Est-ce que vous avez des exigences très fortes de sécurité sur ce composant-là? Sachant qu'on, Inch'Allah, on peut déployer la solution à grande échelle, il va y avoir un impact assez important, et pour l'intégrité de l'information, je pense que c'est un composant IoT, mais c'est un composant assez important dans la sécurité du système. Donc, sur les prototypes actuels, à vrai dire, ils ont été conçus et implémentés complètement en local, avec des composants, je dirais, du marché, de type des cartes Arduino Nicla, des capteurs qu'on peut acheter, des choses qu'on a même fait avec des imprimantes 3D. Ça, c'est un petit capteur, ça, c'est celui de
je dirais, pression différentielle qu'on a utilisé pour mesurer si les patients, en fait, ils ont inspiré, ils ont gardé assez de temps. Et en fait, ça, par exemple, ça, c'est des choses qu'on a fait dans notre labo de prototypage avec une découpe de bois. L'autre, ça, c'est en imprimante 3D. Donc, en fait, tout a été fait en local. Et bien sûr, pour passer à l'industrialisation, là, il faut aller avec des partenariats avec des industriels pour tout l'aspect vraiment passer de prototype au stade de solution commerciale. Et effectivement, ça, c'est la prochaine étape du projet, c'est d'aller sur la feuille de route industrialisation pour vraiment arriver à une solution vraiment commerciale avec tout ce qu'il faut pour que ce soit commercial. Et bien entendu, quand on est sur une solution commerciale, l'aspect, je dirais, robustesse, que ce soit physique, par exemple, si ça tombe, que ça ne se casse pas, des choses comme ça, mais aussi d'un point de vue cybersécurité est très important. Et donc ça, c'est, je dirais, la prochaine phase du projet. Donc là, on a fait la phase de conception, prototypage, etc. Là, on arrive à la phase de test clinique. Et juste après, effectivement, ce sera la phase d'industrialisation pour, on espère, donner vie, je dirais, à ces prototypes de manière commerciale. Les architectes, vous voulez poser une question? I think I had a similar question. What's next in terms of taking this to commercialization, deployment? Do you have real investors or hospitals that are taking this seriously, want to really get it into the market? Yeah. So now we are in the process of starting the clinical validation with the hospital, and during our, my team showed you like the distinction that we got into international fairs, like the Geneva one and the one in Kuwait. So we're able to connect with some like investors there. But of course, this is the next step of the project, is to, like, once we validate clinically our device, then we will go really deeply into this phase of industrialization, of looking for investors, for like industrials who are able to construct these devices in a larger scale. Okay, juste pour finir, le marché que vous visez, un objet comme ça, il est local ou il est international? Parce que local, avec une digitalisation, on va dire, très disparate, et voilà, on est encore au 100% digital, qui va l'utiliser? Disons que on a voulu que la solution soit quand même assez low cost. Donc par exemple, tant qu'on a une application, un smartphone, on peut déjà commencer à l'utiliser. Et on a voulu aussi avoir des devices. Donc là, par exemple, ce device de mesure de qualité de l'air, il y a des devices qui existent, mais ils sont très coûteux. Donc là, on va dire, en coût de revient, on peut aller à du 500 dirhams pièce. D'accord ? Pour le Smart Inhaler, ça c'est vraiment une innovation qui n'existe pas, donc c'est breveté. Et là aussi, on voulait être sur des composants qui sont relativement low cost pour que le coût ne soit pas prohibitif. Donc déjà, pour le marché local, on a voulu prendre en compte le maximum pour que ça puisse être déployé localement. Mais bien sûr, on ne va pas se limiter au marché local. Je dirais les trucs... l'extension naturelle, c'est bien sûr les marchés européens et africains, ou bien plus. Donc après, la seule, je dirais, difficulté dans les marchés internationaux, c'est à chaque fois il y a les certifications de dispositifs médicaux qu'il faut prendre en compte. Mais si on commence localement, qu'on développe le truc, après petit à petit dans la vie commerciale du produit, on peut étendre, mais on compte commencer localement. C'est ça, je dirais, le premier jalon. C'est très intéressant, c'est pour ça que tout le monde a envie de poser beaucoup de questions. Alors, on va dire pour conclure, quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes
talents, jeunes chercheurs marocains qui travaillent sur l'intelligence artificielle et la santé numérique. Oui. Le premier message, c'est que, en fait, on est dans un pays au Maroc où, en fait, il y a beaucoup de challenges, mais il y a aussi beaucoup de talents. Et en fait, il y a aussi parfois des challenges un peu spécifiques à notre pays. Et comme l'ont dit aussi les collègues hier, il faut juste, je pense, y croire et se lancer et commencer à travailler sur ça. Parce que, comme vous l'avez vu, là, il y a des solutions qui sont quand même... On peut arriver à faire des choses qui sont relativement low cost, sans nécessiter, là aussi... Je parlais hier, on n'a pas besoin d'énormes data centers, ça pour faire ce genre de travaux. On a besoin d'un minimum d'infrastructures. Bien sûr, pour entraîner ces algorithmes d'IA, il faut au moins des GPU, mais pas des méga data centers. D'accord ? Donc, ce que je peux dire, c'est qu'il faut avoir confiance en ses idées, essayer de travailler dessus. Et donc, essayer de concrétiser les choses. Donc, il peut y avoir des obstacles, mais on peut les surmonter. Et surtout, je voudrais aussi dire un grand merci à mon équipe, parce qu'ils ont travaillé quand même, donc ils ont vraiment cru à ce projet. Il faut savoir que en fait, ce projet, c'est un projet financé, qui est par l'OCP, d'accord ? Et en fait, tous les 6 mois, on se déplace au siège de l'OCP pour leur montrer. Parfois, il y a des discussions un peu difficiles, mais à chaque fois, ils croient vraiment au projet, ils le défendent. Et donc, non, je les remercie vraiment beaucoup parce que sans eux, on ne serait pas arrivé où on est là aujourd'hui. Vous avez parlé d'un message pour les jeunes. Si on examine par exemple ce produit, on va dire que c'est compliqué à faire et tout, mais en fait non. En fait, oui et non. Mais ok, donc par exemple, faire tout ce qui est électronique, c'est une électronique très précise, c'est de l'ordre du micron, donc 1 mm divisé par 100. Et parfois c'était une erreur de 4 microns, tous les composants se brûlent, vous devez refaire. J'ai refait ça 150 fois avant que ça marche. Mais l'innovation, en vrai, en fait, ça, c'est juste des skills de manipulation qui vous apprenez au fur et à mesure, mais en tête, vous savez ce que vous allez faire. Mais ce qui était vraiment difficile à y penser, c'était ça. D'introduire ça. C'est un bout c'est ce qui aide à faire l'inhalation. Et ce qu'il fallait penser, c'est au lieu de mettre votre capteur au sens normal, vous devez juste l'inverser et puis vous implantez ça. Donc ça, c'est vraiment facile à y penser, mais il faut y penser. Donc ce que je veux dire, c'est que l'innovation, ça ne demande pas vraiment d'avoir des skills très énormes, mais parfois c'est juste des idées très simples qui doivent être travaillées pour y croire pour innover. Ouais, merci. Bravo. Merci professeur Caracho et son équipe pour cette belle présentation inspirante qui nous a montré comment l'intelligence artificielle peut contribuer à l'amélioration de la santé et la qualité de vie des citoyens. Merci à vous. Merci.